Bonjour, je suis Romain de France Autotech et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abou. Bonjour Abou. Bonjour Romain, Bonjour, écoute, on est ravis d'échanger avec toi. Ça fait quelques années que tu es membre de également. France Autotech et tu nous aides en fait à passer dans un nouveau monde. Et c'est vrai que moi j'ai connu ce monde vraiment idéal où tu avais, quand tu prenais un véhicule en location ou quand tu le rendais ou quand tu recevais, moi à titre perso, j'ai reçu des dizaines de véhicules ou réceptionné des dizaines de véhicules sur des circuits pour des constructeurs auto pour faire des essais, où tout le monde, enfin vraiment dans un monde idéal, on faisait le tour avec une bonne vieille papier, un bon vieux papier, une bonne vieille feuille A4, pardon. On cochait des petites cases quand on voyait qu'il y avait un petit défaut à l'œil nu ou pas. On était naturellement toujours entièrement d'accord avec le chauffeur du Porte 8 qui était vraiment toujours très sympathique après avoir fait 10 heures de conduite, enfin 8 heures de conduite, ou le loueur à qui tu rends une voiture, à qui tu dis non mais attendez, je l'ai prise vraiment dans cet état-là, quoi. Il n'y a pas vraiment de sujet. Il n'y avait aucun problème. Voilà, et je crois qu'avec ta techno, tu arrives vraiment à résoudre ce problème. Donc je commence toujours par cette fameuse question qui est quel est le problème que tu résous? Mais tu vois, j'ai déjà ma petite idée. Ouais. Et je rappelle à nos followers et auditeurs que si vous ne résolvez pas de problème en tant que start-upper ou en tant qu'entrepreneur, vous ne trouverez pas de clients. Voilà. Donc j'ai déjà un petit peu défloré le sujet. Quel est le problème que tu résous? On est bien d'accord. Et bon, je pense que tu as déjà résumé dans les grandes lignes le problème qu'on essaie de résoudre chez Monk. Mais effectivement, pour le résumer en quelques mots, le grand enjeu, c'est en fait créer plus de confiance et de transparence dès qu'un véhicule change de main. Effectivement, comme tu l'as bien mentionné, il y a toujours cette zone un peu grise lorsqu'on va louer une voiture, lorsqu'on va racheter un véhicule d'occasion, lorsque finalement il y a ce transfert juridique de responsabilité lors d'un sinistre auto. On n'est jamais finalement totalement à l'aise et finalement c'est les deux parties qui ne vont pas être totalement en confiance, ce qui va créer beaucoup d'inefficacité d'un point de vue opérationnel. Donc l'enjeu, c'est vraiment de permettre aux différents acteurs de la chaîne auto, finalement, de ne plus avoir à arbitrer entre une très bonne UX qui fait que le client est content, mais en même temps des enjeux opérationnels de détecter bien les dommages, de les chiffrer de la manière la plus accurate possible. Et donc finalement, c'est cet arbitrage-là qu'on essaye de supprimer chez Monk. Donc c'est en fait un outil qui est un tiers de confiance qui permet finalement d'avoir un arbitre dans le game et qui permet de statuer. Mais je pense que ça va encore plus loin, puisque tu vas même jusqu'à chiffrer les dommages, j'imagine, une fois que tu as la data sous la main, quoi. Ça fait partie, bien évidemment, de la suite logique. C'est qu'une fois qu'on va détecter les dommages sur un véhicule, on va aller un peu plus loin, parce que typiquement, sur un sinistre automobile, on va avoir tendance à essayer de comprendre quel est le coût finalement de ces réparations et qu'est-ce que l'assurance va couvrir. Pareil pour le rachat d'un véhicule d'occasion, on va prendre en compte le prix de ces dommages dans le prix final de l'évaluation du véhicule. Donc effectivement, on a l'objectif de créer plus de transparence et d'efficacité à chaque fois finalement qu'un véhicule change de main. Souvent quand on me dit qu'est-ce que vous voulez faire chez Monk, ben, c'est simple, on veut inspecter toutes les voitures dans le monde. Dès qu'une voiture change de main, on veut que Monk l'inspecte. Et que finalement, on va créer cette marque-là forte qui permet de créer, de donner de la confiance à toutes les parties prenantes. Mais c'est un aspect intéressant qu'on retrouve dans beaucoup de startups, membres de France Autotech ou pas d'ailleurs, hein, c'est que finalement, on vient résoudre un problème et par une solution digitale. Mais finalement, une fois qu'on a digitalisé, une fois qu'on a capté la donnée, on se rend compte qu'il y a des trésors d'optimisation une fois que la donnée a été collectée. Je prends l'exemple du paiement du carburant. On a 2-3 acteurs au sein de l'association qui sont sur ce créneau-là. Mais finalement, une fois que vous êtes rentré dans une relation commerciale digitale avec votre client, alors là, on a des trésors d'optimisation marketing, des programmes de feed qui sont beaucoup plus importants et intéressants que des simples points, parce que finalement, on se rend compte que les pétroliers ne connaissent pas leurs clients. Exactement. Et c'est un très bon exemple et une très bonne analogie. C'est un peu aussi ce qu'on fait nous avec nos clients, c'est qu'on va les aider à inspecter finalement les véhicules, mais on va leur donner aussi un maximum d'insights qui vont leur permettre d'arbitrer et de décider vis-à-vis de certains litiges, vis-à-vis de ce qu'ils vont pouvoir proposer comme nouvelle solution à leurs différents clients. Ouais. Mais tu vois, par exemple, au tout début de la digitalisation, finalement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je voyais
des acteurs comme Oasis qui vendent du jus d'orange commençaient seulement à parler avec leurs clients grâce à Facebook, là où effectivement avant ils vendaient leurs produits à Auchan et c'est Auchan qui parlait et éventuellement parlait avec son client. Donc il y avait un intermédiaire entre les deux qui était la grande distribution. Donc cette notion de digitalisation, c'est aussi une notion finalement d'optimisation de relations clientèle et de je sais que dans ton métier, les FRE, les frais de remise en état est un sujet très important et finalement tu permets d'améliorer de façon vraiment très importante cette notion de FRE et tu permets de l'optimiser aussi. Il y a deux grands aspects dans ce qu'on fait, comme tu l'as bien résumé. Il y a la notion plutôt de digitalisation des différents process. Il y a une vraie notion aussi d'automatisation pour permettre du coup à nos clients de se concentrer sur des choses d'un peu plus forte valeur ajoutée, ce qui va avoir finalement deux impacts, mais qui ne vont pas forcément être liés aux mêmes sources. C'est un impact plutôt opérationnel, de coût. On va permettre une inspection plus rapide, plus efficace. Tu as parlé des FRE qui vont être mieux contrôlés. Et en même temps, ce qui va finalement permettre, avec le gain de temps, avec des FRE plus justes, une meilleure expérience utilisateur. Et donc, typiquement, dans le cadre d'un sinistre auto ou d'une location de voiture, un NPS largement supérieur. C'est ce qui va finalement, c'est ces deux leviers-là sur lesquels notre solution va pouvoir jouer, l'efficacité et l'excellence opérationnelle. C'est aussi ça le but de l'intelligence artificielle, c'est de permettre aux sociétés d'aller au next level et en même temps de permettre aux acteurs de proposer une expérience utilisateur digne de 2021. Et donc, plus de transparence et plus de confiance dès que finalement un véhicule qui a quand même une certaine valeur va changer demain. D'accord, je comprends. Alors, comment est-ce que tu commercialises ta solution? Je sais que tu as des concurrents qui ont fait des portiques, d'autres qui ont plutôt privilégié le smartphone avec une appli qu'on peut télécharger. Comment est-ce que toi, c'est quoi ta vision des choses et sur quoi tu t'es concentré quand tu as lancé la boîte? C'est une bonne question. Nous, on s'est lancé avec mon associé il y a un peu plus de 2 ans sur ce sujet, avec effectivement cette vision-là de créer plus d'efficacité et de confiance dès qu'un véhicule change de main, mais en même temps en se focalisant très fortement sur ce qu'on sait faire. Et là où on pense qu'on peut avoir de la valeur ajoutée, donc sur toute cette partie d'intelligence artificielle basée finalement sur des images qui peuvent venir de différents supports. Ça peut venir de portiques, ça peut venir de smartphones, ça peut venir d'applications tiers. L'idée est vraiment de se concentrer seulement et exclusivement sur la partie IA et du coup potentiellement pouvoir même collaborer et travailler avec différents partenaires qui eux sont déjà intégrés chez nos clients finaux en proposant notre solution en API SDK. Bon, je pense que tes auditeurs comprennent ces termes un petit peu techniques, mais l'idée c'est vraiment d'être le leader mondial sur ce sujet et bien évidemment en restant bien évidemment assez humble là-dessus, mais c'est notre objectif et c'est ce pour quoi nous on travaille, c'est de proposer la meilleure solution possible dès qu'on nous envoie des images, quelle que soit l'origine finalement de ces images. Ça peut venir de caméras fixes, ça peut venir de portiques, ça peut venir d'applications mobiles, ça peut venir de photos prises à la volée. Donc c'est là où nous, en tout cas, on se concentre. D'accord. Donc tu penses effectivement que le sens de l'histoire et à terme, c'est vraiment la qualité de l'IA, la performance de l'IA qui permettra effectivement de faire la différence. Un peu comme on parle souvent de Google et de Quant, mais quand on utilise Quant parce qu'on veut effectivement être un peu patriote, ou on se rend compte que finalement le moteur de recherche est 100 fois moins performant que celui de Google, et donc on revient vite à la perfo de Google et que Google est performant aussi parce qu'ils ont une IA qui est vraiment, enfin une IA, un moteur de recherche qui est le plus performant sur le marché. Tu sais, au final, nos clients et différents partenaires viennent chercher deux choses, allez, trois. Une première, ça va être plutôt la performance, à quel point tu es bon quand on t'envoie des images à pouvoir détecter et chiffrer tous tes dommages. Un deuxième point qui est plutôt sur la facilité d'intégration. Donc là, effectivement, nous, on est plutôt API, SDK. On peut potentiellement proposer des applications pour les clients qui n'en ont pas. Ben, ça, c'est très facile à intégrer. Et bien évidemment, c'est un peu le point que tu as cité précédemment, c'est aussi, ils cherchent aussi des partenaires qui vont leur permettre d'aller au next level globalement sur leurs différents sujets autour de l'IA, de l'automatisation. Et effectivement, avec notre équipe, ils ont un vrai support qui peut les aider, pas seulement sur ces sujets, mais aussi d'un point de vue plus conseil sur d'autres points. Donc, si la question c'est est-ce qu'on pense que c'est ça qui fait la différence?
pour le moment, c'était notre parti pris, ça l'est toujours. Et pour le moment, le sens de l'histoire a plutôt montré qu'on avait raison. Tu vois, je peux déjà citer quelques clients avec qui on travaille, qui, lorsqu'on est allé les voir, avaient déjà en fait testé des solutions. Et l'intérêt de ce qu'on fait, c'est que c'est très visuel, c'est très facile à tester, surtout quand on a une approche aussi flexible. On a des datasets, on envoie, et bon, bien évidemment, il faut faire les choses proprement, de manière assez professionnelle, mais ça se fait bien. Et une fois qu'on fait ça, on arrive à finalement arbitrer sur les différentes solutions et choisir celle qui est la plus pertinente pour notre cas d'usage. Et je peux déjà typiquement mentionner ce qu'on avait fait dès le début avec Getaround, qui est du coup le leader de la location de voitures particulier à particulier. Getaround, c'est, du coup, initialement Drivey, c'est un des plus beaux acteurs de l'autotech français et européen. Et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Quand nous, on allait les voir avec mon associé, c'était du coup, c'est assez drôle cette histoire, c'était il y a 2 ans. Et en fait, on arrive et on discutait avec du coup Pierre Béret, qui est toujours du coup CEO de la société. Et il nous dit cette phrase magique. Il me dit, ouais, en fait, non, ça sert à rien. et nous, c'était vraiment le début du projet. Et il me dit, ouais, c'est sympa, c'est cool, on a regardé un peu des solutions sur ce sujet, ça marche pas, faites autre chose. T'imagines, on commençait le projet, on avait plein de gens qui nous disaient, ah, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Si vous arrivez, surtout qu'à l'époque, il n'y avait que des solutions, entre guillemets, plutôt portiques. Donc, on avait c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Oui. Ils ne pensaient pas et que un des c'était référents te dit tu perds ton temps. Exactement. Et Drivey me dit, en fait, ça sert à rien, fais autre chose. Vous n'avez pas l'air con, venez si vous voulez bosser pour nous, mais faites autre chose parce que ce truc-là marche pas. On a testé des solutions américaines, anglaises, israéliennes, indiennes, l'état de l'art n'est pas pris. Et en plus, on avait la chance que finalement, celui qui était le plus sceptique au départ allait devenir notre premier ambassadeur, parce que ce qu'on a fait avec mon associé, du coup, Faisal, quand on l'a rencontré, on lui a dit, la réalité, et je le dis de manière très transparente, c'est qu'on ne sait pas. Moi, je viens de ce milieu de l'IA. Moi, je suis d'ailleurs toujours professeur assistant sur ces sujets à l'école polytechnique. Et donc, ça force tout le monde à être assez humble. Ce que je lui ai expliqué, ce qu'on a expliqué avec mon associé, c'est ce sujet, il est compliqué. On ne peut pas te promettre qu'on y arrivera. Ce qu'on peut te promettre, par contre, c'est que si tu nous donnes un peu de données, un peu de temps, on peut te montrer ce qui est faisable. Mon associé avait travaillé sur la détection de drones ennemis, de drones ennemis via des drones amis chez Thales. On avait aussi pu être rejoint assez vite par des ingénieurs extrêmement brillants. Et on lui a dit, on ouvre le capot, on te montre exactement les étapes qu'on va faire. Et si on arrive, c'est très bien. Et tu seras très content. Si on n'y arrive pas, ok, ça aurait été un projet sympa. Et j'irai pas aller voir déranger d'autres personnes. Et en fait, si tu veux, pendant 6 mois, on s'est mis en mode garage. Et on a fait que ça, on n'a parlé à personne. Et au final, quand on arrive et que tu arrives à des niveaux de performance qui sont très élevés, qui te permettent de passer en production, etc., tu as marqué des milestones clairs qui te permettent par la suite d'aller voir d'autres clients. Et quand ils te testent de la même manière, ils ont déjà des performances qui sont élevées. Et donc, ils peuvent passer en production et donc calculer un ROI et commencer à prendre, si tu veux, cette vague de l'IA qui va arriver mécaniquement pour tous les acteurs. Mais ce que j'en comprends, c'est que du coup, tu n'as que les ingénieurs dans ta boîte, que tu n'as jamais fait de vente, mais que tu as appliqué ici une des meilleures techniques de vente qui est d'écouter le client et de se mettre totalement à sa disposition pour qu'il casse les barrières et qu'il te laisse rentrer dans son jardin. Donc finalement, tu es aussi un très bon vendeur, camarade. Je sais pas, je me pose la question parce que moi, je leur dis souvent, je suis désolé, je ne suis pas un vendeur. Et ce qui est vrai, tu vois, moi, je suis un ingénieur de formation. Je n'ai jamais fait de vente. Et du coup, ce que je dis à nos différents clients, partenaires, c'est plutôt mon avis sur ce sujet, leur expliquer ce que je comprends sur leurs besoins, sur le cas d'usage, le ROI potentiel de ce qu'on apporte. J'essaie aussi d'être assez pédagogue parce qu'il faut l'être. Tu vois, quand tu arrives chez le client et qu'il a beaucoup d'idées reçues sur ces sujets, il faut recadrer un petit peu la conversation, il faut donner un peu une sorte de visibilité, ne jamais et je le donne comme conseil aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, on dit souvent il faut survendre.
moi, je ne sais, enfin, je ne suis même pas sûr qu'il faille vraiment survendre. Bien évidemment, il ne faut pas dire que ça ne va pas marcher. Là, je l'ai fait une fois et c'était bien, mais il faut être assez humble et finalement, c'est ce qui permet finalement au client de se sentir aussi, je pense, en confiance et Ouais, se dire, bon, c'est ça marche, ça marche. l'humilité scientifique que tu as Et sur ces appliquée. sujets, il faut être humble. Honnêtement, moi, c'est ce que j'avais dit à Drivey à l'époque. Je leur avais dit, écoutez, en étant assez humble, je pense que les solutions que vous avez vues ont probablement utilisé certaines technologies qui sont disponibles sur le marché pour faire certaines tâches, mais ces tâches-là, c'est pas détecter des dommages. Et donc, on va repartir de zéro, on va essayer de créer notre propre solution et on verra. Ouais, c'est très bien. Alors, dans ton équipe, donc tu n'as que des ingés. Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment vous êtes structuré au sein de l'équipe? En fait, bon, on a effectivement principalement des ingénieurs-chercheurs en intelligence artificielle que je salue s'ils prennent le temps de m'écouter, mais j'imagine qu'ils ont de meilleures choses à faire. Mais effectivement, on a plusieurs ingénieurs qui honnêtement m'impressionnent tous les jours, qui sont du coup principalement des ingénieurs, tu vois, issus des très grandes écoles d'ingénieurs françaises, des grands labos de recherche français, européens, américains. Donc, on va dire que c'est une bonne partie de l'équipe aujourd'hui. Il y a une dizaine de personnes en recherche. On a également de plus en plus plutôt d'ingénieurs développeurs qui vont permettre finalement de mettre en production, de faire en sorte que ça marche chez le client. Et effectivement, j'ai aussi quelques camarades, dont Antoine et Stan, qui m'accompagnent sur la partie plutôt partenariat, itération avec le client, customer success. Qui fait que du coup, tu peux accompagner le client dans sa nouvelle étape de digitalisation. D'accord. Et donc, comment tu vois finalement l'expansion, la démocratisation de cette techno? Parce que finalement, ça fait maintenant, je sais pas, allez, 5 à 8 ans qu'on commence à voir effectivement ce genre de techno arriver, mais on sent que ça met du temps. C'est aussi dépendant de la capacité des loueurs, constructeurs, parce que je vois que tu interviens aussi dans les usines finalement pour vérifier que en bout de chaîne, le produit est bien fini, etc. Donc, ça dépend aussi de leur capacité finalement à intégrer ces nouvelles innovations dans leur process, quoi. Et c'est ça qui prend du temps. Je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Et c'est aussi pour ça que nous, on essaie quand même d'être assez sélectif sur les batailles qu'on a envie de mener. Et c'est aussi pour ça que je disais, nous, notre parti pris aujourd'hui, il est vraiment sur créer la meilleure IA possible. Et donc, on va avoir tendance à vouloir se focaliser sur les clients qui, durant les dernières années, ont déjà fait cet effort de digitalisation ou sont très motivés pour digitaliser leur process. Ce qui va permettre aussi d'accompagner leur transformation digitale vers de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on va avoir tendance à s'intégrer plutôt bas level chez différents acteurs, soit en direct s'ils ont déjà des applications mobiles ou autres qui permettent de digitaliser leur process, ou via des applications tierces qui vont nous permettre du coup de proposer notre solution de détection et de chiffrage de dommages. D'accord. Et donc là, tu es beaucoup sur des problématiques d'ingénierie. Et est-ce que tu as aussi beaucoup travaillé les notions de modèle économique, de scalabilité, de levée de fonds éventuelle? Est-ce que ces aspects-là, tu es accompagné ou est-ce que tu travailles est-ce que tu te projettes quand même sur cet aspect-là? Moi, j'ai eu la chance à titre perso, avant du coup Monk, de travailler pendant quelques années en fonds d'investissement, du coup plutôt sur des fonds d'investissement du coup orientés capital risque, sur des investissements dans des sociétés technologiques, plutôt en late stage, donc série B, série C, série D, ce qui était une très 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 bonne opportunité pour moi parce que ça me permettait aussi de voir tous ceux qui arrivaient à ce niveau-là et qu'est-ce qu'il leur fallait pour y arriver, et tous ceux qui n'y arrivaient pas, ce qui leur avait empêché d'y arriver. Et effectivement, trouver son beau modèle économique, trouver un modèle économique qui scale, c'est un point clé qui te permet à terme de créer un leader mondial et un champion mondial. Donc, moi, à titre personnel, j'en avais déjà un petit peu fait, et c'est quelque chose sur lequel on itère avec le client. Tu sais, c'est marrant, juste avant ce call, cet entretien, j'étais avec un client de l'autre côté de l'Atlantique. Et tu vois comment ils sont les Américains, ils négocient le prix, etc. Je lui dis, écoute, on va faire très simple. On va faire un workshop ensemble. On calcule ce que la solution t'apporte d'un point de vue ROI. Et je suis très transparent sur les chiffres et on le fait de manière assez transparente. Et ensuite, on trouve un modèle économique qui convient à tout le monde.
aujourd'hui, si tu veux, on a un modèle économique qui marche bien, sur lequel on a pu itérer avec nos premiers partenaires et qui finalement scale même de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'aujourd'hui, on a aussi des clients américains qui se sont finalement alignés sur le modèle qu'on a ici en Europe. Mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est une méthode de vente qui est très efficace. Enfin, je me souviens, moi, dans mes jeunes années où ça m'est arrivé de faire de la vente en retail, de la vente directe, où on avait un prix fixe et finalement, moi, je me souviens que ça m'est arrivé de tester, d'arrêter des gens dans la rue en leur disant est-ce que ça vous intéresse? Mais c'est vous qui allez fixer le prix. Et en fait, ça les interpellait. Comme ça, c'est moi qui fixe le prix ou c'est vous qui fixez le prix? Et du coup, s'engager une discussion sur lequel, naturellement, que le prix qu'ils ne proposaient n'était pas bon. Et donc, on trouvait un prix qui fonctionnait bien, finalement, où ils étaient gagnants, eux et moi aussi. Et donc, cette façon de vendre qui consiste effectivement à dire, voilà, de façon très humble, donnez-moi vos chiffres, je vous donne les miens, et puis on trouve quelque chose qui est arrangeant. Finalement, c'est la meilleure façon de rentrer dans une relation commerciale, dans une discussion avec un client, là où si on fixe un prix qui est un prix figé, qui est un prix qui est un prix ouvert et fermé, finalement, on peut se retrouver avec un client qui n'ouvre pas la porte de la discussion et qui reste à l'entrée de la porte, qui ne pousse pas la porte et finalement, alors que finalement tout est adaptable. Ouais. Absolument. Après, nous, on a aussi nos contraintes. On a effectivement, comme tu l'as mentionné, on a une ambition de créer un leader mondial. Et donc, pour créer ce leader mondial, tu as aussi tes contraintes financières qui font que tu as un modèle qui marche aussi. Donc, il faut aussi savoir être assez ferme sur ces sujets parce que justement, tu es assez confiant sur le ROI que tu apportes. Un client qui n'arrive pas à avoir un ROI, c'est qu'en fait, tu dois même te poser une question sur ton business. Tu as parlé dès le début de problème. Le problème que tu dois résoudre doit au moins rapporter 10 fois ce que tu coûtes au client. Donc, nous, c'est le travail qu'on a fait depuis le début. On l'a fait avec mon associé très tôt. On est beaucoup aidé par du coup, notre board également. On a fait une levée de fonds l'année dernière d'un peu plus de 2 millions d'euros près d'Iris Capital, qui est un des plus beaux fonds probablement français, voire européens, très spécialisé sur ces sujets plutôt deep tech, SaaS, mobilité, qui avait déjà un bon track record sur ce sujet. Et du coup, aussi, ils vont pas mal nous accompagner. Et c'est des choses, bien évidemment, il faut être accompagné. C'est obligé. Oui, c'est important. Et d'ailleurs, il y a toujours cette dichotomie entre travailler dans sa boîte et travailler pour sa boîte. Et souvent, les entrepreneurs ont un rôle opérationnel dans la boîte, donc ils travaillent dans leur boîte, mais ils ont oublié de travailler pour leur boîte avec une vision stratégique et prendre un petit peu de hauteur. Et c'est très important d'être effectivement accompagné par quelqu'un d'extérieur qui aura un œil neuf, un œil froid sur là où on est la boîte finalement. Quand on est la tête dans le guidon, on perd vraiment en lucidité. C'est aussi tout l'intérêt d'être très, 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 très bien accompagné très tôt dans son aventure. Nous, on a eu cette chance extraordinaire d'être très tôt accompagné par mes anciens boss à la BPI, par Patrick Sayer, qui est l'ancien patron d'Orazeo, par des entrepreneurs qui sont déjà passés par ces process-là, par la suite Julien David Niklash, qui est managing partner chez Iris, qui est probablement un des tout meilleurs VC européens. De la même manière, on a eu Pierre Brigado, qui est un des grands pros de l'assurance auto en Europe. Donc, effectivement, il faut savoir très, très, très bien s'entourer. Et ça rejoint aussi un point qu'on a dit dès le début, c'est le côté être assez humble. Et finalement, ce qui fait que ta courbe de progression peut être vraiment exponentielle, c'est ta capacité à te remettre en cause, à prendre un peu de hauteur et à digérer très vite un maximum d'informations de ton écosystème, ce qui te permet à ta société de continuer à gravir les différents échelons. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Alors, quels sont les conseils que tu serais amené à donner aux ingénieurs, qu'ils soient salariés, freelance, qui voudraient monter leur boîte, ou aux non-ingénieurs d'ailleurs Bien sûr. qui nous écouteraient? Le point clé, c'est un peu ce que tu as dit. C'est du coup effectivement s'assurer du besoin qu'on a envie de résoudre, ce qui est le point clé. Être vraiment passionné par ce sujet. Nous, tu vois,
moi, je marche dans la rue maintenant, j'essaie de voir s'il y a des dommages, je vois les jantes, et on est tous passionnés par ce sujet dans la société. Donc, le point clé, c'est vraiment de comprendre le besoin, suivant l'orientation qu'on a envie de donner à sa société, d'aussi prendre un petit peu en compte tous les enjeux autour de la taille de marché. Suivant si on a envie de prendre une route plutôt où on a envie de scaler, où on a envie d'avoir une vision un peu mondiale, où on a cette capacité du coup à vouloir recruter une grande team sur un sujet clé. Là, effectivement, il y aura des enjeux de taille de marché. Si on a envie plutôt d'avoir une approche, je dirais plutôt de scalabilité un peu organique et de progresser, c'est peut-être un peu moins un enjeu. Donc, et aussi très vite de se faire accompagner par des experts à la fois du sujet, du métier sur lequel ils veulent travailler, et en même temps de se faire accompagner très vite par des entrepreneurs qui normalement sont déjà passés par des étapes similaires à celles qui vont vivre par la suite. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je rappelle à ceux qui nous écoutent que il faut absolument résoudre un problème, mais il faut aussi que la personne ou la boîte qui est en face de toi ait vraiment envie de le résoudre, qu'elle veuille le résoudre rapidement, que l'interlocuteur soit décisionnaire, il veuille le résoudre rapidement et pas dans 3 ans. Et que idéalement il y ait aussi une espèce de viralité et que le business puisse se propager lui-même plutôt que de dépenser des fortunes en coûts de communication. Voilà. Et il faut vraiment voir à quel point la maison brûle en fait. Et il faut pas hésiter surtout au début, il y a cette chance-là, et il faut rester assez ouvert tout le long du projet, mais au début, il y a cette chance-là de pouvoir très vite itérer, pivoter, etc. Donc, il faut être le plus neutre possible lorsqu'on fait tout ce travail de customer discovery. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait avec mon associé à l'époque, où effectivement, on avait déjà ces prémices de projet en tête, mais lorsqu'on allait voir les clients, on essayait d'être le plus neutre possible pour justement s'assurer que le besoin était systématique et en même temps un point urgent à résoudre. Ouais, il faut que la maison brûle. J'aime bien cette expression. Parce que si elle brûle pas, en fait, même s'il y a un problème, ils résoudront là où il y a du feu, et là où il n'y a pas de feu, ils attendront que le feu prenne. Absolument. Mais ok, très bien. Alors écoute, pour conclure cet échange qui était passionnant, est-ce que tu peux me dire de quoi Monk a besoin est-ce que tu recherches des développeurs? Est-ce que tu recherches des chercheurs? Est-ce que tu recherches naturellement des clients, des partenaires, des distributeurs, des financeurs? Qu'est-ce que vous recherchez? Effectivement, aujourd'hui, on est en très forte croissance. Donc, premier grand objectif, c'est de continuer à recruter. Effectivement, plutôt des profils ingénieurs qui vont nous permettre de continuer à industrialiser notre produit. Donc, des développeurs, des software engineers, aussi des ingénieurs en IA toujours. On attaque de plus en plus une commercialisation. Donc, on recrutera également des profils de customer support, d'engagement management qui vont permettre d'accompagner finalement les clients dans l'utilisation de l'IA. On est plus que jamais aussi à l'écoute du marché sur des partenariats, sur des nouveaux clients, sur des distributeurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vu notre positionnement qui est assez bas level, on est toujours très enclin à vouloir faire des partenariats qui nous permettent du coup de distribuer notre produit. Et par la suite, finalement, ce travail-là, lorsqu'il est très bien fait, naturellement, ça amène aussi des courbes de financement qui peuvent du coup nécessiter de grossir un peu plus vite et surtout vis-à-vis d'une vision mondiale qu'on a. D'accord. Bon, très bien. Écoute, en tout cas, longue vie à Monk et à toi et tes équipes. Longue vie à France Autotech aussi. Écoute, on fait le maximum pour vous aider et mettre en valeur et apporter de la visibilité, fédérer cet écosystème qui en a bien besoin. C'est ce que je disais à Didier. Effectivement, c'est un vrai enjeu de réussir à fédérer cet écosystème-là autour de l'auto et de la tech, du coup, de réussir à accompagner les différents acteurs dans cette digitalisation, automatisation des tâches qui va leur permettre du coup de continuer à proposer des solutions leaders sur des marchés européens mais aussi mondiaux. Ouais. Et c'est vrai que
un des premiers critères de choix, c'est l'optimisation en termes de process. Mais derrière, il faut vraiment comprendre que dès lors qu'on digitalise, on collecte de la data et on peut vraiment avoir des vrais markup et des vrais enjeux, des vrais gains en termes de business également. Beaucoup plus que en termes en tout cas de learning, d'apprentissage. Une fois que tu as, je sais pas, inspecté 1000 bagnoles dans ton parc, tu en apprends beaucoup plus que quand c'est fait sur une feuille A4 où finalement la connaissance elle est chez le chef d'atelier bien enfoui et qui n'est pas capable de restituer vraiment sa connaissance. Donc voilà, il y a des enjeux de modernité et le digital n'est pas uniquement un gain en termes de process ou de productivité, c'est aussi du business et des gains de business derrière. Et plus on attaque vite ce sujet, plus du coup les rewards arrivent dans le temps, notamment sur des sujets que tu viens de mentionner, comme traiter les données qui arrivent, pas seulement pour inspecter, mais aussi pour avoir un maximum d'insight sur du coup les clients, sur les différentes inspections, etc. Ce qui permet aussi d'améliorer ces différents process et de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les différents processus. Et d'adapter le prix. Si je prends des loueurs, si on considère on se rend compte que les locations de moins de 2 jours représentent 50% des dégâts sur un véhicule, ou si la clientèle, je sais, des livreurs Amazon, je crois que chez Europcar, il y a 1 euro de dommage pour 1 euro de chiffre d'affaires, tellement les camions sont malmenés. Bon, ça te permet d'adapter les prix aussi. Donc, cette connaissance-là, même si tu l'as de façon empirique, quand tu vois les factures d'entretien arriver, tu peux aussi l'avoir grâce à des outils digitaux. Voilà. Avec une granularité beaucoup plus fine qui te permet de prendre de meilleures décisions. Exactement, voilà. L'aide à la décision et donc l'aide au bon pricing. Voilà. Écoute, c'était vraiment Abou passionnant. Bonne chance, vraiment plein de bonnes choses à toi. Et puis on reste en contact. On aura peut-être l'occasion. Je sais pas si tu annonces une levée de fonds en série D à 100 millions dans quelques mois ou quelques années. Rediscuter quoi. Avec grand plaisir. Très bien. Allez, bonne chance à toi et puis plein de bonnes choses. Merci encore pour à bientôt. ton temps. Au revoir. Salut Abou.